Notre système alimentaire mondial, tel qu'il est à l'origine d'environ 15 millions de décès évitables chaque année. C'est un chiffre colossal. C'est un chiffre qui fait froid dans le dos pour commencer. 15 millions. C'est ça. C'est plus que la population de bien des pays. Ça pose d'emblée l'échelle du problème qu'on aborde aujourd'hui. Exactement. Et il ne menace pas que notre santé, mais aussi la stabilité de notre biosphère, de notre climat. C'est pour ça qu'on se penche sur cette mise à jour scientifique majeure de la commission EAT-Lancet. Une mise à jour d'un rapport qui avait déjà fait grand bruit en 2019. Oui, et qui nous propose une sorte de feuille de route pour ce qu'ils appellent une grande transformation alimentaire. Notre mission, c'est de décortiquer un peu ce que ça signifie. En explorant les 3 grands axes, c'est ça? La santé, la durabilité. Et la justice, une dimension qui prend de plus en plus de place. Alors, commençons par le commencement. Le rapport, il s'articule autour d'un concept clé, le régime de santé planétaire. Mhm. Quand on entend ça, ça sonne un peu intimidant, un peu prescriptif. Est-ce qu'on doit tous dire adieu aux steaks frites et manger des graines germées? C'est la réaction que beaucoup de gens ont, et c'est une excellente question parce que le mot régime est trompeur. Ah bon? Oui, il faut plutôt voir ça comme un modèle, un cadre flexible. Ce n'est pas du tout une liste d'interdits. Le principe est simple. Une alimentation très riche en végétaux. D'accord. On parle de céréales complètes, de fruits, de légumes, de noix, de légumineuses. La base d'une alimentation saine, en somme. Et la viande, les produits laitiers dans tout ça. Alors, ils ne sont pas exclus, mais le modèle recommande des quantités, disons, modérées ou faibles de poissons, de produits laitiers et de viande. C'est une réorientation, pas une interdiction. D'accord. Et c'est là que ça devient intéressant, sa flexibilité. Ce n'est pas un modèle californien qu'on essaie de plaquer sur le monde entier. C'est un point important. Oui, il peut être décliné en version flexitarienne, pescétarienne, végétarienne et même végétalienne. Et surtout, il est conçu pour s'adapter aux cultures et aux traditions culinaires locales. Mais ce qui est surprenant dans le titre « Santé planétaire », c'est que le point de départ n'est pas l'écologie, si je comprends bien. C'est la nuance fondamentale de ce rapport. Ce modèle a été conçu avant tout pour optimiser la santé humaine. Ah oui, Les scientifiques se sont demandé quel est le régime alimentaire qui nous permettrait de vivre le plus longtemps et en meilleure santé. Et il se trouve que la réponse à cette question beaucoup de végétaux, moins de produits animaux. est aussi ce qui est le mieux pour la planète. C'est un co-bénéfice majeur. On soigne l'humain et la planète en même temps. Et sur ce point de la santé humaine, justement, la mise à jour doit apporter des données nouvelles, plus solides. Quels sont les bénéfices concrets? Ils sont encore plus clairs qu'en 2019. Les études confirment et renforcent les premières conclusions. Il y a une étude prospective menée sur plus de 200 000 adultes sur une longue période qui est particulièrement parlante. Qu'est-ce qu'elle dit? Les personnes dans l'alimentation se rapprochaient le plus de ce modèle avaient un taux de mortalité totale inférieur de 28% par rapport à celles qui en étaient le plus éloignées. Ah, attendez, 28%. Il faut qu'on s'arrête sur ce chiffre. C'est énorme. C'est énorme. Ça veut dire qu'on pourrait potentiellement éviter plus d'un décès sur 4 dans ce groupe, simplement en changeant le contenu de l'assiette. C'est une intervention de santé publique massive. C'est exactement ça. C'est un levier d'action phénoménal. Et ça ne concerne pas que la mortalité générale. Si on regarde dans le détail, on observe une réduction très nette des risques. Pour les maladies chroniques. Les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, certains cancers, comme le cancer colorectal ou celui du poumon. Et le rapport mentionne même un impact sur la santé mentale, ce qui est assez nouveau. Oui, et c'est une piste de recherche de plus en plus solide. Des associations positives ont été trouvées avec une réduction des risques de dépression et de démence. L'alimentation a un impact sur notre cerveau, sur l'inflammation, sur notre microbiote. Tout est lié. Voilà. On parle donc bien d'un effet sur la santé globale, physique et mentale. Donc ce régime est bon pour notre corps, mais comme on l'a dit, le nom du rapport c'est santé planétaire. J'imagine que l'état des lieux de l'impact de notre système alimentaire est tout aussi alarmant. C'est là que le diagnostic devient vraiment sombre. Le rapport utilise le concept de frontière planétaire. Qu'est-ce que c'est? Pour simplifier, ce sont 9 limites biophysiques pour le climat, la biodiversité, etc., que l'humanité ne devrait pas franchir si on veut maintenir la Terre dans un état stable et vivable. Une sorte de tableau de bord pour la planète, en quelque sorte. Et où en est-on? Le constat est sans appel. 6 de ces 9 frontières sont déjà transgressées. 6 sur 9. Et le système alimentaire est identifié comme le principal responsable de cette situation, le moteur numéro 1 de la dégradation de la planète. C'est énorme. Donnons des exemples concrets pour que l'on comprenne bien l'ampleur du problème. Prenons le climat.
Le plus connu, l'alimentation, de la ferme à la fourchette, représente près d'un tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Un tiers. Et dans ce tiers, l'élevage de ruminants, les vaches, les moutons, est le principal responsable du changement d'affectation des terres, c'est-à-dire, en clair, de la déforestation. D'accord. Et au-delà du climat? Il y a la pollution chimique, par exemple, l'utilisation massive d'engrais azotés dans l'agriculture intensive, Oui. contamine les sols et les nappes phréatiques. Et cette pollution de l'eau potable est directement liée à une augmentation des risques de certains cancers, de malformations congénitales. Mais il y a un point dans le rapport, sous la catégorie un peu obscure d'entités nouvelles, qui est particulièrement glaçant. Allez-y. C'est l'utilisation des antimicrobiens. Le rapport souligne qu'environ 2 tiers de la production mondiale d'antibiotiques ne sont pas pour les humains, Mais pour l'élevage? pour l'élevage. Et là, attention, ce n'est pas principalement pour soigner des animaux malades, c'est utilisé pour accélérer leur croissance. C'est fou. Et cette pratique, c'est le moteur principal de l'antibiorésistance, un phénomène qui rend nos propres médicaments inefficaces et qui cause déjà environ 1,4 million de décès humains par an. C'est vertigineux. La manière dont on produit notre viande est en train de rendre nos antibiotiques obsolètes. Le tableau est incroyablement sombre. Face à ça, comment on peut inverser la tendance? Heureusement, le rapport ne se contente pas du constat. Il met en avant une approche qu'il nomme intensification durable et écologique. Ça veut dire quoi, ça? L'idée, ce n'est pas de revenir à la bogie, mais de produire différemment, de manière plus intelligente. Il ne s'agit pas seulement de produire plus, mais de le faire en augmentant l'efficacité et en s'appuyant sur les processus naturels de l'écosystème. D'accord, mais en pratique, sur le terrain, ça ressemble à quoi? Ce sont des pratiques concrètes. Par exemple, l'agriculture sans labour qui préserve la structure du sol, ou l'utilisation de cultures de couverture. Entre deux cultures, on sème des plantes qui vont protéger le sol et l'enrichir. Et l'agroforesterie aussi, j'imagine. Exactement, réintégrer des arbres, des haies, au milieu des cultures. Ça favorise la biodiversité, la rétention d'eau. Donc s'inspirer de la nature au lieu de lutter contre elle. Voilà, l'objectif c'est de réduire l'empreinte environnementale tout en maintenant, voire en améliorant la productivité. D'accord. On a parlé de la production, mais un système qui est si dur pour la planète, est-ce qu'il peut vraiment être juste pour les gens qui y travaillent? Le rapport insiste beaucoup sur cette nouvelle dimension, la justice. C'est l'ajout majeur de cette mise à jour, et c'est fondamental. Le rapport dit en substance qu'une transformation alimentaire qui ne serait pas juste est vouée à l'échec. Et un système juste repose sur 3 piliers. Lesquels? Le premier, le plus évident, c'est la justice distributive. C'est-à-dire la répartition équitable des choses? Précisément. L'accès à une nourriture saine pour tous, bien sûr, mais aussi des salaires décents pour tous les travailleurs de la chaîne. Du champ à l'assiette. Voilà. Et un environnement propre pour les communautés qui vivent à proximité. Logique. Et le deuxième pilier? C'est la justice représentationnelle. En gros, qui a son mot à dire, qui participe aux décisions. L'idée, c'est que les personnes les plus affectées par le système aient une voix au chapitre. Et le troisième? C'est la justice reconnaissentielle. C'est peut-être le plus subtil, mais il est crucial. C'est la reconnaissance et le respect de la diversité des identités, des savoir-faire, en particulier ceux des groupes marginalisés. Les femmes, les travailleurs migrants, les peuples autochtones. Exactement. C'est une vision très complète de la justice, mais si on regarde la réalité, où en sommes-nous? Les chiffres des documents sont choquants. Sur la simple justice distributive, 2,8 milliards de personnes dans le monde n'ont pas les moyens de s'offrir une alimentation saine. Près de 3 milliards de personnes. Oui. Et le rapport propose un autre chiffre encore plus frappant, celui de l'espace sûr et juste. Qu'est-ce que c'est? Les chercheurs ont défini un espace où un pays respecte à la fois les limites planétaires, le côté sûr, et les fondements sociaux minimaux pour ses habitants, le côté juste. Et le résultat? L'estimation est terrible. Seulement 1% de la population mondiale vit dans un pays qui se trouve dans cet espace. Seulement 1%. C'est une manière incroyablement puissante de dire que notre système actuel ne fonctionne pour quasiment personne. C'est ça. Ni pour les pays riches qui détruisent la planète, ni pour les pays pauvres qui en subissent les injustices. C'est le grand paradoxe que le rapport met en lumière. C'est-à-dire? Les pays les plus riches, qui représentent 1 tiers de la population, sont responsables de plus de 70% de la pression alimentaire sur la planète. Et pendant ce temps, les populations les plus pauvres sont celles qui souffrent le plus. Le constat est accablant. Parlons des solutions. Le rapport insiste sur le fait qu'il n'y a pas de solution miracle,
Il parle de bouquet de solutions. Oui, ça veut dire qu'il faut arrêter de chercher la solution unique et magique. Aucune action isolée ne suffira. Il faut agir sur plusieurs fronts en même temps. Par exemple, pour les consommateurs. L'objectif, c'est de rendre les aliments sains non seulement plus abordables, mais aussi plus désirables, Et comment on fait ça? par un ensemble de mesures. Des politiques fiscales, d'abord, taxer les produits mauvais pour la santé. Et subventionner les bons. Voilà. Ensuite, réglementer la publicité, surtout celle qui cible les enfants. Et enfin, un étiquetage nutritionnel clair, obligatoire, sur le devant des emballages. D'accord, pour les consommateurs. Mais pour changer la production, le levier semble encore plus énorme. Le levier le plus puissant, c'est l'argent public, les subventions agricoles. Actuellement, elles soutiennent massivement un modèle non durable. Le rapport donne un chiffre pour l'UE. 82% des subventions agricoles favorisent l'élevage. On peut avec nos impôts pour un système qui nous rend malades et détruit la planète. C'est un peu ça l'idée. Mais on imagine la levée de bouclier des lobbies. Est-ce que le rapport donne des pistes pour surmonter cette résistance politique? Le rapport souligne que cette transition doit être juste. Il ne s'agit pas de couper les aides aux agriculteurs et de les laisser se débrouiller. Non, bien sûr. Au contraire, il s'agit d'utiliser cet argent pour financer leur transition. Aider un éleveur à se diversifier, à planter des haies, c'est un accompagnement. Ça demande un courage politique immense, mais les outils sont là. Et pour le pilier de la justice, quelles sont les actions concrètes? Elles sont très claires. Il faut garantir des salaires décents à tous les travailleurs du système, renforcer leur droit à la négociation collective et s'assurer que les groupes marginalisés participent réellement aux décisions. D'accord. La technologie, comme l'IA, peut aider, mais le rapport est très clair. Elle doit être accessible à tous pour ne pas creuser encore plus le fossé entre les méga-exploitations et les petits producteurs. D'accord. Donc si on résume, En fin de compte, ce qui ressort de cette analyse, c'est vraiment l'urgence d'une transformation systémique. Il ne s'agit pas de faire quelques ajustements à la marge. de manger un peu moins de viande ou d'acheter bio de temps en temps. Voilà. Il faut vraiment repenser tout le système. On lie en deux manières indissociables la santé humaine, la durabilité environnementale et la justice sociale. C'est cette interconnexion qui est la clé. On ne peut plus traiter ces sujets en silo. Exactement. Et pour conclure, il y a une pensée un peu provocatrice qui émerge de ces documents. Ah oui. Le rapport démontre que des politiques visant uniquement à protéger la planète ne garantissent pas automatiquement la justice pour ses habitants. On pourrait très bien imaginer un monde vert, mais où les inégalités seraient encore plus criantes. Où la nourriture saine serait un luxe. Exactement. Le véritable défi n'est donc pas seulement de changer le contenu de nos assiettes, mais de redéfinir les règles du jeu pour que le système soit équitable. Ce qui amène la question finale. Laquelle? Quand nous parlons d'une alimentation durable, pour qui au juste cherchons-nous à ce qu'elle le soit ?